Atis était un noble maudit qui avait renoncé à la vie et était prêt à anéantir le monde entier. Cependant, avant cela, une méchante est revenue dans le temps juste pour l'épouser, le faisant tomber éperdument amoureux d'elle. Cela a guéri sa dépression et sa dysfonction érectile. Alors maintenant, tout ce qu'il désire, c'est s'amuser un peu. Avant que Atis ne rencontre sa bien-aimée Jill, elle était poursuivie par des gardes menés par son fiancé toxique Gérard qui voulait l'exécuter parce qu'elle l'avait surpris en train d'embrasser sa propre sœur, Ferris. Après l'avoir désarmée, Gérard ordonna aux gardes de la saisir pour l'exécution. Cependant, elle réussit à se libérer et courut jusqu'au bord du toit, où elle dit à Gérard qu'elle le rejetait avant de sauter dans le vide. Alors qu'elle tombait, les gardes lui tirèrent des flèches, qu'elle dévia jusqu'à ce que la lance magique de Gérard arrive en volant vers elle, et voyant qu'elle allait mourir, elle souhaita que les choses aient pu être différentes. Après sa mort, l'horloge sur les murs du château commença à reculer, car elle voyageait désormais à travers le temps. Jill se réveilla en voyant ses parents, ce qui la surprit car ils étaient morts il y a bien longtemps. Ils l'informèrent que c'était l'anniversaire de Gérard et l'emmenèrent à la salle de bal. Là, elle se souvint instantanément que c'était le même jour où Gérard l'avait demandé en mariage. Alors, quand il fit son entrée, elle s'enfuit plus vite que Luffy en Gear 5. Jill se rendit au balcon du bâtiment où Gérard l'approcha et tenta de la réconforter. Elle s'enfuit de nouveau, mais il continua de la poursuivre jusqu'à ce qu'elle fasse un geste désespéré en attrapant la cape de Atis et en annonçant que c'était lui qu'elle allait épouser. Atis était un empereur maudit d'une terre voisine, destiné à apporter la destruction à leur royaume dans 6 ans. Atis accepta sa proposition de la manière la plus torturée possible, et cela fit littéralement s'enflammer le petit cerveau de Jill. Plus tard cette nuit-là, Atis vint voir Jill dans sa chambre, et il se mit à genoux une fois de plus en la demandant humblement en mariage. Et Jill se souvint comment ce type était un commandant démoniaque et impitoyable sur le champ de bataille dans la chronologie originale. Atis commença alors à la courtiser intensément, et leur doux moment fut interrompu lorsque Gérard arriva pour s'opposer à leur fiançailles. Gérard rappela à Atis que ses parents n'approuveraient pas et l'informa également qu'il avait été décidé au sein des cercles intérieurs du royaume que ce serait lui qui épouserait Jill. Il accusa ensuite Hati de s'ingérer dans les affaires internes et tenta de le coincer avec ses gardes. Mais Hati lui rappela leur différence de pouvoir en le gelant, lui et ses gardes, avec de simples mots, tout en s'éloignant avec Jill. Dans le couloir, Atis promit à Jill de la protéger, puis se téléporta avec elle sur un bateau qui naviguait vers sa nation d'origine, le royaume de Rave. Sur le bateau, elle lui demanda à quel point il était sérieux concernant la proposition, et Brogue lui raconta joyeusement ses projets de fonder une famille avec elle, étant donné son grand pouvoir magique. Cependant, elle brisa ses rêves en lui disant que la proposition n'était qu'une ruse, ce qui fit rire son dieu dragon de compagnie nommé Rave. Elle s'excusa de l'avoir trompée et il promit de la ramener chez elle avant de la remercier d'avoir donné de l'espoir à un solitaire misérable comme lui. Cependant, elle réalisa qu'en le rejetant, elle le traitait tout aussi horriblement que Gérard l'avait traité. Alors elle lui refit sa proposition et promit de consacrer sa vie à le rendre heureux. Atis lui demanda si elle était sérieuse et elle lui répondit instantanément oui. Mais avant qu'il ne puisse commencer à faire la fête avec Rave, elle dit qu'elle voulait que leur mariage ne soit que de nom pour l'instant. Cependant, Atis ne la laissa même pas finir de parler avant de la serrer fort dans ses bras en lui disant qu'il était d'accord avec sa condition, un large sourire aux lèvres. Il la remercia et promit de bien prendre soin d'elle avant de s'excuser d'avoir agi sans réfléchir. Atis confessa ensuite qu'il était aussi ignorant en matière de romance que les weebs qui regardent cette vidéo et il promit de lui prouver la sincérité de ses intentions. Il poursuivit en lui baisant la main et en demandant à Rave d'accorder ses bénédictions à sa nouvelle épouse, ce qui fit apparaître magiquement une bague à son doigt, que Atis révéla être l'anneau de la consort du dragon. Il expliqua que c'était la preuve qu'elle avait reçu les bénédictions du dieu dragon en tant qu'épouse de l'empereur et l'assura qu'elle n'aurait pas à s'inquiéter de la perdre car elle ne s'enlevait pas facilement. Il promit de la protéger pour toujours et à ce moment précis, le bateau commença à vibrer, attaqué de toutes parts. Jill suggéra une contre-attaque et Hati tenta de l'arrêter mais il tomba soudainement à terre, épuisé. Il dit à Rave de mettre Jill en sécurité mais Jill refusa et déclara qu'elle préférait protéger son nouveau mari. Utilisant la magie, elle vola hors du bateau et projeta le bateau entier dans le ciel sans transpirer. Quand un autre boulet de canon fut tiré sur eux, elle libéra son setama intérieur et le détruisit d'un seul coup de poing. Et elle se dit que le fait que Atis se soit sacrifié pour la sauver était une raison suffisante pour qu'elle soit son héroïne. Lorsque le bateau de Atis accosta sur le rivage, Jill informa les gardes qu'ils venaient d'échapper à une attaque ennemie avant de leur dire d'emmener Atis à l'hôpital où il pourrait soigner ses blessures. Tandis que les gardes emportaient Hati, Rave remercia Jill de les avoir sauvés et lui conseilla de ne pas lui parler trop fort car les gens penseraient qu'elle était folle, étant donné qu'ils ne pouvaient pas le voir.
Elle lut le nom Baelberg sur l'un des drapeaux, et quand Rêve lui demanda si elle en avait entendu parler, elle dit qu'elle avait déjà entendu parler d'un massacre de Baelberg, mais elle s'arrêta de parler quand elle réalisa que ces événements n'avaient pas encore eu lieu dans cette chronologie. À ce moment-là, une jeune fille commença à interroger les gardes sur Atis, et les gardes tentèrent de lui expliquer qu'il était en mauvais état, mais elle exigea de le voir car elle avait entendu dire qu'il avait ramené une nouvelle demoiselle. Rav présenta la jeune fille à Jill comme sa rivale amoureuse nommée Sphère, qui était la fille du seigneur local, le marquis Bael, et une candidate pour devenir la fiancée de Atis. Sphère commença alors à vociférer qu'elle ne la laisserait jamais avoir l'épée de chair de Atis, et Jill ne put même pas trouver les mots pour répondre à ce spectacle de bêtises auquel elle assistait avant que la mégère jalouse ne s'enfuit. Quelques heures plus tard, Jill était assise dans une pièce, réfléchissant au massacre de Baelberg dont elle avait entendu parler. À l'époque, lors d'un festin organisé pour célébrer le retour de l'empereur Décrotos, l'empereur Atis s'opposa à l'idée que Sphère devienne sa fiancée, ce qui la fit exploser de rage, assassinant toutes les autres candidates avant d'incendier l'endroit et de se suicider. Dans le présent, Jill réalisa qu'elle ne voulait perdre aucun membre de sa famille chez elle, ni aucun de ses soldats, et elle commença à avoir les larmes aux yeux en se souvenant de certains de ses amis nommés Zeke et Camilla avant que Rave n'apparaisse soudainement pour prendre de ses nouvelles. Quand il lui demanda ce qui n'allait pas, elle dit qu'elle allait bien, puis s'enquit de l'état de l'empereur. Rav dit qu'il venait de se réveiller et l'informa que la première chose que le drôle de petit ami avait faite en se réveillant fut de demander si sa Jill améthyste était réelle ou une autre de ses fantaisies de Gunner. À ce moment-là, Atis entra dans la pièce portant un tablier et présenta à Jill des croissants qu'il avait fait, expliquant qu'il l'avait fait car il avait entendu dire que le secret d'un mariage harmonieux était de d'abord captiver l'estomac. Il tenta ensuite de charmer Jill en disant qu'il la ferait tomber amoureuse de lui, mais cela ne fit que la mettre mal à l'aise, et elle tenta de résister à ses tentations, mais il la fit céder en lui donnant un décroissant. Elle évoqua ensuite le fait qu'il s'était faufilé hors du palais en lui demandant ce qui l'amenait là, et il répondit qu'il voulait juste voir son visage avant de lui dire que la raison pour laquelle elle n'avait pas été libérée de son confinement ou autorisée à venir le voir à l'infirmerie était due à sa relation compliquée avec le marquis Bale. Quand Jill demanda à Atis s'il était vraiment maudit, il lui dit que la raison pour laquelle il avait été retiré de la ligne de succession malgré son statut de prince était due au statut de concubine de sa mère. Et après avoir été envoyé aux confins, sa propre mère l'avait traité de monstre parce qu'il pouvait voir Raph. Lors d'un de ses anniversaires passés, son frère aîné qui était le prince mourut subitement et chaque anniversaire qui suivit, les princes du royaume moururent les uns après les autres de manière horrible. Finalement, le roi fit de Atis le prince héritier par peur et sa mère se suicida en réponse. C'est ainsi que le surnom d'empereur maudit est né. Jill commença à s'inquiéter pour lui, alors il la calma en lui disant que les choses étaient paisibles dans le royaume puisque son frère, le prince Visle, avait persuadé tout le monde de le soutenir. Cependant, Jill savait que Visle finirait par le trahir en le dénonçant à leurs ennemis et que Atis finirait par exécuter tous ses frères et sœurs. Jill l'interrogea ensuite sur ses plans de bataille contre ses ennemis et Atis dit qu'il écraserait complètement Baal, mais Jill déclara qu'elle le ferait à sa place en tant que son épouse. Cela fit passer le frérot en mode samping et il finit par s'effondrer. Quelque temps plus tard, Jill portait un déguisement et elle entendit Sphère confier à son père Bale ses inquiétudes que Atis la rejette. À ce moment-là, des voyous en armure commencèrent à intimider Sphère, alors Jill intervint pour la sauver. Pendant ce temps, Bale dit à Atis que Jill avait engagé des voyous pour kidnapper sa fille et lui demanda de retirer son armée afin qu'il puisse gérer les voyous lui-même. Bien que sachant que c'était une ruse, Atis lui donna la permission mais déclara qu'il se rachèterait s'il découvrait que Jill était innocente. Au même moment, Jill et Sphère furent jetées dans une cellule par les voyous. Et pendant qu'elles y étaient, Sphère raconta à Jill qu'elle avait été une paria sociale parce qu'elle était amie avec un dragon jusqu'à ce que Atis se lie d'amitié avec elle. À l'époque, elle lui avait avoué ses sentiments, mais il l'avait rejetée parce qu'elle n'était pas une roturière. À ce moment-là, les gardes jetèrent des gens dans cette cellule et Jill fondit en larmes quand elle réalisa que c'étaient ses vieux amis Zeke et Camilla. Elle réalisa que rien ne lui avait encore été enlevé dans cette chronologie, et elle décida qu'elle ne perdrait pas ceux qui lui étaient chers cette fois-ci. Une nuit particulière dans la chronologie précédente, Zeke dit à Jill que lui et Camilla n'avaient pas de magie parce qu'ils venaient de l'Empire Rave. Et quand elle demanda pourquoi ils étaient venus à Kratos, Camilla dit qu'elle avait oublié car c'était trop loin dans le passé pour qu'elle s'en souvienne. Dans le présent, Camilla tenta de consoler Jill en insultant Zeke, mais il la fit taire en lui donnant un coup de tête et les deux commencèrent à se chamailler jusqu'à ce que Jill les stupéfie en brisant ses chaînes. Jill détruisit ensuite les chaînes de toutes les personnes présentes dans la pièce et leur dit qu'ils devaient commencer à élaborer une stratégie en comparant leurs informations.
Après des heures de partage d'informations entre eux, Camilla résuma leurs données en disant que les voyous s'étaient déguisés en soldats du Nord afin d'infiltrer le royaume, et avaient pris la fille du marquis Bael en otage tout en occupant le port. Zeke demanda pourquoi ils s'étaient déguisés en force du Nord censés défendre le port, et Sphère rejoignit leur conversation en disant à Zeke et Camilla qu'elle avait entendu dire par les voyous que c'était Jill qui causait tout ce remue-ménage. Camilla se transforma alors en une sorte de Sherlock Holmes de supermarché en déduisant que Bale déploierait ses soldats personnels pour réprimer les troubles, et qu'après que ces soldats auraient vaincu les voyous, il ferait retirer les soldats du nord de Baelberg après avoir décidé qu'ils n'avaient aucune utilité là-bas. Elle souligna également que si Jill était celle qui avait instigé les événements, cela, ainsi que la question des forces du Nord, se reflèterait mal sur l'empereur. Et si Sphère mourait, le marquis pourrait faire tout ce qu'il voulait. Zeke dit que cela le rendait malade que l'ordure de Bael soit prête à utiliser sa propre fille comme sacrifice, et Camilla présenta un de ses alliés nommé Garde qui gardait la chambre de Jill avant de les rejoindre. Quand Zeke demanda quelle était la situation, Garde dit que les voyous étaient venus demander où était Jill, et il leur répondit qu'il n'en avait aucune idée. Zeke dit que c'était étrange qu'ils demandent celle qui était censée leur donner des ordres, et Camilla souligna que l'idée que Jill les dirigeait était un mensonge éhonté, avant d'insinuer que Bale était le véritable cerveau. Camilla supposa qu'il les laissait tranquilles pour le moment parce qu'ils ne pouvaient pas trouver Jill, mais dit qu'ils finiraient par venir s'occuper d'eux, et Zeke ajouta qu'il n'aurait d'autre choix que de quitter l'Empire lorsque les forces de Bael se présenteraient. Garde suggéra d'informer Atis de la situation, mais Camilla dit que c'était inutile car en tant que roturier, il ne finirait que comme un de plus dans une montagne de cadavres que ce chaos provoquerait. Sphère dit qu'elle lui dirait, mais Zeke et Camilla refusèrent l'idée car ils avaient les mains pleines à essayer de survivre et n'avaient pas le temps de la sauver des ennuis. Cependant, Sphère leur dit de s'enfuir pendant qu'elle restait là, et dit qu'il ne leur serait pas facile de la tuer puisqu'elle était une amie proche de Atis. Elle déclara également qu'ils auraient besoin de son témoignage en tant que victime s'ils ne pouvaient pas trouver Jill, et dit qu'elle trouverait un moyen de dire la vérité à l'empereur car Atis comprendrait sûrement qu'aucun d'entre eux n'était en faute si elle lui expliquait correctement. En entendant cela, Jill réalisa que dans la chronologie précédente, Sphère était restée derrière pour que Camilla et les autres puissent s'échapper, et elle avait fini par mourir après avoir été forcée d'assumer tout le déshonneur de son père. Elle se demanda si c'était là toute l'histoire derrière le massacre de Baelberg, mais ensuite elle leur dit qu'il y avait un moyen pour eux tous de survivre avant d'enlever le déguisement qu'elle portait. À la surprise générale, Jill enfila ses vêtements normaux et se présenta comme celle qui était clonée en tant qu'espionne avant de dire qu'ils avaient une chance de victoire puisque l'ennemi ne connaissait pas sa position. Elle affirma ensuite qu'il allait secourir les membres emprisonnés des forces du Nord, protéger Sphère et reprendre le port aux traîtres. Camilla adora l'idée car cela signifiait que les forces du Nord pourraient blanchir leur nom, rendant évident que c'était Bael qui avait semé le doute sur le fait que Jill était une espionne. Zeke manifesta également son intérêt et Jill dit à Sphère qu'elle était la clé du succès de leur mission avant de promettre de la protéger. Elle demanda ensuite à Sphère le choc de sa vie en lui demandant d'accuser formellement son père et lui dit qu'elle serait également éliminée si elle ne parvenait pas à le faire. Sphère demanda à Jill pourquoi elle essayait de la sauver malgré qu'elle soit une rivale amoureuse et Jill expliqua qu'elle et Atis étaient mariés seulement de nom malgré n'avoir aucun sentiment romantique l'un pour l'autre. Sphère craignait que Jill ne trahisse Atis puisque leur mariage n'était que de nom, mais Jill l'assura qu'ils avaient des raisons de se choisir l'un l'autre avant de révéler sa promesse de rendre Atis heureux. Pendant ce temps, Atis envoya Rêve prendre des nouvelles de Jill et révéla qu'il prévoyait de se débarrasser de Bale et de faire tomber Baelberg sous son contrôle. De retour à la cellule de prison, Sphère accepta finalement d'accuser formellement son père et Jill promit de la protéger avant de la féliciter pour son courage. Jill dit ensuite à Camilla et Zeke qu'ils devaient régler les choses avant l'arrivée des forces de Bael afin qu'ils ne s'accaparent pas toute la gloire et dit que la première chose à faire était de libérer les forces du Nord emprisonnées afin d'augmenter leurs effectifs. Ensuite, elle détruisit le mur d'un Detroit Smash, assommant un des gardiens de prison au passage avant de dire quelques mots motivants à la bande. Quelques minutes plus tard, elle fit irruption par la fenêtre de l'église où les soldats du Nord étaient détenus et engloutit tous les gardes de la pièce avant l'arrivée du reste de l'équipe. Elle expliqua la situation aux soldats du Nord avant de leur faire un discours digne d'Erwin Smith qui les motiva à la rejoindre au combat. Rave informa Atis des actions impressionnantes de sa femme et lui dit que son plan pourrait le faire devenir un empereur aimé de tous. À ce moment-là, des gardes se présentèrent pour évacuer Atis vers un endroit sûr, mais il vit leur prétexte et les maîtrisa avec sa magie. Ailleurs, Jill et les forces du Nord se cachèrent dans une forteresse qu'ils avaient prise lorsque le chef ennemi nommé Hugo arriva.
et tenta de faire chanter les forces du Nord pour qu'elles livrent Jill en sacrifice. En entendant cela, Jill leur fit l'envoyer dehors, ligotée avec une corde, et quand Hugo tenta de l'achever avec sa hache, elle se libéra facilement de la corde avant d'éliminer toutes les forces ennemies en vue. À l'intérieur de la forteresse, un vieux prêtre tenta d'assassiner Sphère, mais éclata. Jill tenta de convaincre Hugo d'admettre à Attis que Bael était le cerveau, mais ils furent interrompus lorsque les forces de Bael commencèrent soudainement à tuer ses hommes. Quand Bael arriva, Jill dit qu'il était trop tard car elle avait déjà maîtrisé le port. Mais alors il sortit son atout, qui était un grand dragon. Le dragon tenta de lancer une attaque de souffle sur Jill, mais il recula quand Attis arriva et se présenta comme l'empereur dragon. Attis continua sa masterclass de culture d'aura en sautant avec style au sol. Et quand Bael demanda ce qu'il faisait là, Attis dit qu'il ne pouvait pas laisser sa femme en danger tout en se cachant en sécurité. D'un geste de la main, il fit fuir le dragon, puis il porta Jill en l'interrogeant sur le port naval. Jill lui fit un rapport formel en l'informant que la nouvelle de l'occupation du port était une ruse de diversion de l'ennemi avant de lui dire que les forces du Nord avaient sauvé Lady Sphère et elle-même de l'ennemi tout en défendant le port. Cependant, l'ignoble rustre Bael accusa Jill d'être une espionne et dit que l'ennemi était toujours présent au port avant de le supplier de rester au palais. Il tenta ensuite de les manipuler en disant qu'il dirait aux gens que Attis avait épargné la fille qui travaillait avec des voyous, et les bandits commencèrent à se sentir mal que leur chef les traite comme des déchets jetables, jusqu'à ce que Attis lance une balle courbe en attrapant soudainement Hugo par le cou. Il remercia Camilla, Zeke et Garde pour toute leur aide avant de dire à Hugo que le devoir de son unité parmi les forces du Nord était de fournir des informations sur le cerveau derrière tout ce chaos. Hugo fut stupéfait par le fait que Attis le recrutait pour rejoindre les forces du Nord. Alors Attis expliqua que sa femme voulait sauver tout le monde, y compris les pions jetables, avant de le menacer de le tuer s'il ne parlait pas immédiatement. Terrifié par l'aura écrasante de Attis, Hugo ordonna à ses voyous de s'incliner devant lui et en réponse, tous les soldats du Nord présents dans la pièce, y compris les anciens voyous, s'inclinèrent devant le seigneur Sigma. Hugo informa ensuite Attis que le cerveau était Mark West Bael, alors le seigneur des ténèbres marcha hardiment pour l'affronter. Bael tenta de débattre de la question mais Attis le fit taire en le clouant, lui et toute son armée, au sol avec son aura, et l'empereur l'humilia encore plus en posant son pied sur sa tête tout en lui disant de ne pas parler car il était déjà comme mort. Attis évoqua ensuite la promesse qu'il avait faite de le détruire si Jill était jugée innocente, et Sphère se précipita hors de l'église tandis que Attis commençait à réfléchir à la manière parfaite de l'exécuter. Tandis que Sphère regardait, il demanda à l'ordure de Marquis si sa seconde femme et sa fille allaient bien avant de menacer de les tuer de la manière la plus brutale possible. Bael commença à supplier, alors Attis lui dit que le seul moyen de les sauver était de lui offrir Baelberg et Sphère se demanda ce qui arriverait à son père. Alors Jill expliqua que sa vie serait épargnée s'il confessait ses crimes et rendait la ville de Baelberg. Sphère fut surprise et Jill ravie, car elle savait que Attis voulait sauver tout le monde. Mais le stupide marquis ne comprit rien et se mit soudain à insulter Attis, affirmant que personne ne voulait d'un vaurien maudit comme lui pour diriger. Alors que Jill était sur le point de craquer, Attis l'interrompit, rappelant à tous qu'il était l'empereur, qu'il le veuille ou non, avant d'ordonner à ses gardes d'emmener Bael et d'extraire le plus d'informations possible de Sphère. Plus tard ce soir-là, Jill cherchait son chemin dans le palais quand Rêve apparut et la conduisit à sa chambre. Elle demanda s'il n'y avait pas de domestique et il lui dit que Bael était le maître du château avant ce jour et que ses serviteurs étaient si terrifiés qu'ils étaient devenus inutiles. Jill évoqua ensuite l'absence de Attis au dîner et demanda s'il en faisait trop, alors Rave répondit qu'il ne pouvait pas faire autrement, car il était un empereur qui ne pouvait se permettre de paraître faible. Rave expliqua qu'il agissait moins directement parce qu'il ne voulait plus être un empereur régnant par la peur, mais elle dit que ce n'était pas juste d'ignorer les propos blessants comme ceux de Bael, car il ne sentirait plus rien si cela devenait la norme. Avec l'image de l'ancienne forme puissante de Attis en tête, elle dit qu'il finirait par s'insensibiliser à ses propres sentiments et à ceux des autres, et Rave expliqua qu'il avait une étrange façon de se lier aux gens à cause de la malédiction. Rave évoqua l'incident avec la mère de Attis et dit qu'en tant qu'empereur, dieu dragon réincarné, s'il perdait foi en l'humanité, ce serait la fin de tout. Jill remercia Rave et lui dit que c'était grâce à lui qui avait dit à Attis de ne pas abandonner, que l'empereur était devenu si humain. Rave la conduisit ensuite à une chambre qu'elle devait partager avec Attis et quand elle commença à protester, il lui dit que c'était parce qu'ils étaient un couple et aussi pour la sécurité. En entrant, ils virent Attis ivre sur le lit.
Alors Rav entra dans son corps pour l'aider à récupérer pendant que Jill s'occupait de lui normalement. Quand Atis se réveilla, elle lui dit qu'elle pouvait appeler quelqu'un d'autre s'il était anxieux, mais il répondit que sa présence était tout ce dont il avait besoin. Il demanda une pomme, mais la princesse maladroite ne parvint même pas à la couper correctement. Alors il la prit sur ses genoux et l'appela lui-même. Elle lui demanda de faire un lapin, alors il coupa la pomme en plusieurs lapins et lui expliqua qu'il avait appris cela de ses différents frères et sœurs. Ensuite, elle lui donna la pomme et commença à lui raconter à quel point sa famille était étrange. Jill s'excusa ensuite de l'avoir fait épargner les ennemis au lieu de les éliminer et lui dit de réfuter toute déclaration dégradante à son sujet la prochaine fois, car il avait maintenant quelqu'un qui voulait qu'il vive. Le gars fut si troublé que son visage devint une ampoule rouge alors qu'il l'accusait de l'aimer, mais elle brisa ses rêves romantiques en lui disant qu'elle ne le voyait que comme un petit frère. Cependant, il la serra contre lui sur le lit et tenta désespérément de la séduire jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Le lendemain, les tourtereaux prirent leur petit déjeuner ensemble jusqu'à ce que les nouveaux gardes personnels de Jill, Zeke et Camilla apparaissent pour lui rappeler ses devoirs. Alors qu'elle s'éloignait avec eux, ils lui donnèrent quelques conseils romantiques et quand elle se souvint comment elle les avait entraînés dans des événements dangereux dans la chronologie passée, elle décida de ne pas faire d'erreur cette fois-ci. Elle leur parla ensuite de l'anneau de la concubine dragon et leur demanda qui avait maudit Atis. Zeke répondit que c'était la déesse Kratos et elle raconta comment les royaumes de Kratos et Rav n'avaient été qu'une seule nation avant de se séparer. Camilla lui parla d'un bouclier magique légendaire qui protégeait leur terre, et cela fit comprendre à Jill pourquoi Atis lui avait dit que la malédiction ne s'activerait pas si elle était là. Juste à ce moment, Sphère apparut avec une lettre pour Jill, et quand elle la lut, elle se figea immédiatement. Quand Atis lut la lettre, il vit que c'était Gerald qui disait venir la chercher. Alors il fut excité à l'idée d'affronter le prince idiot. Pendant ce temps, Gerald était assis sur un bateau et il se rappela comment il avait été totalement humilié en essayant de discuter avec Atis de sa proposition avec Jill. Quand il se leva, un de ses gardes l'informa qu'ils arriveraient bientôt au port de Bellberg et il décida de vérifier par lui-même si Jill devait devenir la concubine dragon du monstre ou non. De retour à Bellberg, Zeke dit à Camilla que la visite imminente de Gerald était si soudaine qu'il n'avait pas eu le temps de faire de solides préparatifs, et Camilla répondit que c'était exactement ce qu'il voulait. Juste à ce moment, Jill apparut dans un éblouissant cosplay de Barbie qu'elle avait trouvé sur Temu, et ils remarquèrent qu'elle affichait une expression renfrognée, alors Sphère lui dit de sourire comme une dame. Quand elle tenta de sourire, ils grimacèrent tous car elle ressemblait à une méchante de dessin animé et elle expliqua qu'elle n'avait jamais eu besoin de faire une jolie grimace auparavant. Sphère évoqua ensuite le fait que Gerald pensait qu'elle avait été kidnappée et lui dit que pour le nier, elle devrait d'abord prouver qu'elle était bien traitée là-bas en affichant une expression radieuse. Jill dit à Sphère qu'elle était forte et promit de faire de son mieux. Quelque temps plus tard, Jill arriva dans la chambre de Atis et il commença aussitôt à lui dire à quel point elle était mignonne dans sa robe rose, ce qui fit surchauffer son petit cerveau. Il tenta de suggérer de lui tresser les cheveux pour la rendre encore plus mignonne, mais elle refusa aussitôt l'idée, affirmant qu'il était déjà bien plus mignon qu'elle. Zeke et Camilla interrompirent leur bataille de séduction en leur disant que l'heure de la réunion approchait et Atis parla du plan pour lui faire prouver qu'elle n'était pas kidnappée en souriant avant de remarquer une expression terrifiante sur son visage. Quelques minutes plus tard, Jill et Atis traversèrent le couloir et Jill lui confessa qu'elle était déçue d'elle-même de ne pas pouvoir faire un joli sourire avant d'expliquer qu'elle était remplie jusqu'au bord de soif de sang envers Gerald. Atis décida de la laisser derrière pour qu'elle ne rencontre pas Gerald, mais elle affirma que c'était trop dangereux, car il n'avait pas dissipé les accusations d'enlèvement. Camilla lui dit que ça ne marcherait pas parce que Atis était jaloux et leur rappela qu'il était censé montrer à Gerald et aux autres à quel point ils s'entendaient en bien. En entendant cela, Jill rappela à Atis que c'était le travail avant tout et promit de faire de son mieux pour sourire. Atis lui demanda de remplir sa tête de pensée pour lui et l'embrassa sur la joue avant de lui dire que son côté sans défense était adorable. Il l'embrassa ensuite en lui disant qu'elle devait rester douce et charmante comme elle l'était, et Zeke était prêt à lui casser la figure. Alors il expliqua que c'était la meilleure façon de montrer au prince Gerald qu'ils s'entendaient bien. Jill était troublée car c'était son premier baiser, et l'empereur séducteur lui demanda si elle aimerait le refaire plus tard, quand ils seraient seuls. Alors elle lui remit les idées en place. Quand Gerald arriva, il les remercia d'avoir accepté de le rencontrer et dit qu'il voulait demander des choses à Jill, mais elle répondit qu'elle n'avait rien à lui dire. Ati expliqua qu'ils avaient eu une petite dispute d'amoureux en chemin, et Jill tenta de contester cette affirmation. Alors Ati lui rappela qu'il y avait un invité. Il demanda à Gerald de pardonner à Jill son comportement et dit qu'il était en partie responsable de la façon dont elle agissait.
Quand Gérald demanda ce qu'il voulait dire, il inventa une histoire farfelue sur la façon dont elle l'avait giflé parce qu'elle pensait qu'il doutait du fait qu'elle l'aimait plus que Gérald. Jill fut impressionné par le fait qu'il utilisait sa colère de cette manière, et il s'excusa auprès de Gérald d'avoir tardé à contacter la famille de Jill, avant de déclarer qu'il préférait éviter toute nouvelle accusation d'enlèvement afin que son autre joue ne soit pas giflé. Le prince dit que c'était étrange que l'empereur se fasse gifler par sa femme, et Aziz répondit qu'il était un empereur qui s'inclinait devant sa femme avant de dire à Gérald de profiter du reste de sa visite. Le prince idiot tenta de poursuivre la conversation, mais Aziz le fit taire en lui demandant s'il voulait être un médiateur dans leur querelle conjugale. Et Jill dit qu'il n'avait pas besoin de médiateur, car tout ce que Aziz avait à faire était de s'excuser sincèrement. Aziz recommença à essayer de la séduire, mais elle l'ignora et dit à Gérald qu'elle était désolée de l'avoir fait voyager si loin, car il n'y avait pas lieu de s'inquiéter pour elle. Gérald évoqua le fait que ses fiançailles avec lui étaient quasiment décidées et lui demanda si elle voulait abandonner sa famille pour cela. Jill dit que c'était parce que Aziz avait besoin d'elle, et Gérald répondit d'un ton sournois que tout ce dont ils avaient besoin était que Aziz cesse d'avoir besoin d'elle. Quand Aziz demanda ce qu'il voulait dire, Gérald évoqua le fait qu'il devait épouser quelqu'un qui pouvait voir le dieu dragon afin de prévenir la malédiction, puis demanda à Aziz ce qu'il ferait si Jill ne pouvait pas le protéger de la malédiction. Gérald dit alors que si la malédiction n'avait pas été brisée, Bael serait mort, et juste à ce moment, un garde apparut pour les informer que quelque chose était arrivé à Bael dans sa cellule. Quelque temps plus tard, Zek et Camilla informèrent Jill que Bael s'était pendu dans sa cellule et dirent que tout le monde en ville avait peur, car ils croyaient que c'était la malédiction de Aziz qui l'avait tué. Jill les informa que cela faisait partie du plan de Gérald et Camilla raconta un mythe sur une lance sacrée et comment la concubine dragon s'était autrefois suicidée pour sauver tout le monde. Juste à ce moment, Sphère arriva et commença à attaquer Jill avec une lance, affirmant être la véritable épouse de l'empereur dragon. Après avoir assommé Zeke et Camilla, Jill réussit à la désarmer et Aziz tenta de la tuer avec son épée. Mais Jill expliqua qu'elle était possédée par quelque chose. Quand l'esprit maléfique sortit d'elle, Jill le détruisit et réprimanda Aziz pour avoir tenté de tuer Sphère. Aziz ordonna ensuite à Zeke et Camilla d'évacuer de force toutes les femmes vers le palais pour empêcher l'esprit de les posséder, et Jill tenta de faire valoir qu'être autoritaire le ferait haïr davantage, mais il lui dit nonchalamment qu'il n'avait pas le choix. Ce soir-là, elle retrouva Aziz dans le couloir et lui cria dessus parce qu'il ne l'avait même jamais appelé par son nom. Juste à ce moment, un garde les informa que les habitants se révoltaient, et quand il tenta d'attaquer Aziz, celui-ci retint Jill avec une barrière avant de le maîtriser facilement. Un garde apparut alors et Jill lui dit de s'occuper des incendies en ville pendant qu'il partait affronter les émeutiers. Jill tenta désespérément de l'arrêter, mais Rêve lui dit qu'il ne pouvait pas l'entendre et l'informa que la barrière dans laquelle il se trouvait était l'endroit le plus sûr du royaume à ce moment-là. Dans la ville, Zeke et Camilla observaient le chaos depuis une hauteur, et Camilla se demanda qui était vraiment Jill en se souvenant de ses stratégies avec eux, il y a quelque temps, sur la façon de gérer une situation similaire à celle dans laquelle ils se trouvaient. Hugo les informa que plusieurs incendies avaient été allumés simultanément et dit que c'était la méthode d'incendie criminel dont Bael lui avait parlé, tout en laissant entendre que Bael pourrait encore être en vie, comme Jill l'avait prédit. Camilla demanda à Hugo s'il les trahirait et Hugo répondit que lui et son équipe étaient bien trop conscients que l'empereur les avait sauvés. C'est pourquoi il ferait le travail pour lequel il était payé afin de retrouver sa vie. Zeke les informa ensuite que des hommes encapuchonnés étaient arrivés, alors Camilla dit à Hugo de protéger la ville avec ses hommes pendant qu'elle et Zeke s'occuperaient de ses assassins. Après le départ d'Hugo, Zeke dit que tout se déroulait exactement comme Jill l'avait prédit, et Camilla remarqua à travers sa lunette que parmi les hommes encapuchonnés se trouvait le marquis Bael ainsi que le prince héritier Gérald. Elle dit que c'était la pire situation possible, mais Zeke répondit qu'il était temps de ramener Bael à la vie puisqu'il se faisait passer pour le croque-mort. De retour au palais, Jill supplia Rav de la laisser sortir de la barrière pour qu'elle puisse aider avec la situation de Aziz, mais Rav dit qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter pour Aziz, car il pouvait transformer toute la ville en terre brûlée en un clin d'œil s'il le voulait. Jill dit qu'il ne ferait que devenir plus seul s'il faisait cela et demanda à Rav si cela lui convenait. Rav expliqua que peu importe ce qu'il choisirait, des filles comme Sphère continueraient d'apparaître maintenant que la lance était activée et qu'il ne pouvait rien y faire. Jill demanda si la lance était la déesse Kratos et Rêve répondit que c'était un fragment de la déesse venue la repérer. Il évoqua l'histoire du bouclier magique dans le royaume et révéla que la déesse cherchait des réceptacles pour se ramener car elle ne pouvait pas retrouver sa forme originelle.
Il expliqua que la déesse pouvait contrôler toute fille répondant à ses critères, ce qu'elle avait fait à Sphère, et dit que Jill était le bouclier magique protégeant Attis de l'amour de la déesse. Il affirma que le but de la déesse était d'épouser l'empereur dragon, et quand Jill demanda si les choses seraient résolues s'il l'épousait, Rêve dit que ça ne marcherait pas parce qu'elle en voulait à Attis. Elle posa ensuite une autre question déraisonnable, ce qui le fit expliquer que Kratos était une déesse si jalouse qu'un seul faux pas la ferait tuer chaque femme sur le continent. Il révéla aussi que dans le cas improbable où Attis accepterait la déesse, Jill mourrait puisqu'elle était son épouse précédente et Jill demanda pourquoi il l'enfermait alors qu'elle était le bouclier magique. Rav demanda si elle savait comment chasser une déesse qui avait infiltré le royaume sous la forme de la lance noire, et en réponse, elle évoqua les mythes qui disaient que l'épée céleste était utilisée pour sceller la déesse. Il lui dit que la déesse la poursuivrait certainement parce qu'elle portait l'anneau de la concubine dragon et se transforma en sa véritable forme, qui était l'épée céleste. Elle supposa que son plan était de la tuer avec la déesse et souligna que ses actions étaient contradictoires puisqu'il la protégeait aussi. Elle réalisa alors que Attis essayait maintenant de la sauver malgré ses plans initiaux de l'utiliser, et Rav dit que l'empereur ne voyait pas qu'il avait un moyen facile de tuer la déesse avant d'affirmer qu'il ne pouvait pas être comme Attis parce qu'il devait le protéger. Jill demanda alors à Rav de la laisser sortir pour qu'elle puisse chasser la déesse, et Rav argua que la seule chose qui pouvait combattre la déesse Kratos était l'épée céleste, alors elle le projeta au sol et dit qu'elle l'utiliserait. Il tenta d'expliquer que c'était compliqué, mais elle le ramassa en disant qu'elle vaincrait la déesse, et quand il tenta de discuter davantage, elle révéla qu'elle connaissait l'avenir. Elle dit que le chaos ne s'arrêterait pas avec la destruction de Belberg, car une guerre éclaterait avec Kratos et Attis finirait par être ostracisés par le peuple malgré ses efforts désespérés pour les sauver. Elle lui demanda ensuite de l'aider et proposa qu'il suive son plan initial de la tuer, elle et la déesse, si elle échouait. Les larmes aux yeux, Jill demanda pourquoi Attis n'avait jamais demandé à personne de le sauver et décida qu'elle sauverait Attis parce qu'elle l'aimait, avant de briser la barrière d'un coup d'épée. Pendant ce temps, Attis était sur le balcon regardant la foule s'agiter quand la déesse apparut et lui dit que la seule qui pouvait l'aimer était elle. Et à ce moment-là, il se souvint que Jill lui avait dit de dire à tout le monde qu'elle voulait qu'il vive. Il fut soudainement pris de malaise en s'inquiétant de la suite, et quand Hugo apparut, il lui ordonna de faire reculer les soldats, car il était le seul à vouloir être dans le château à ce moment-là. Juste à ce moment, la cloche commença à sonner, et Jill défia bruyamment la déesse de l'affronter, affirmant qu'elle ne la laisserait jamais tranquille. L'empereur fut stupéfait que sa chérie se batte pour le protéger et il tenta de l'arrêter, mais elle lui dit de reculer. Quand la déesse apparut sous la forme d'une lance, Jill la repoussa dans le ciel avec des mouvements d'épée appris de Bleach. Et quand la lance se multiplia, elle bloqua ses attaques avec une barrière magique. Alors qu'elle luttait, Attis l'aida en ajoutant sa propre barrière à la sienne, lui permettant de combattre à nouveau les lances. Quand elle réalisa que la déesse était quelqu'un de fier, elle jeta son épée et demanda un combat en 1 contre 1. Alors les lances redevinrent une seule lance avant de la charger. Jill s'agrippa à la lance, mais la déesse lui demanda alors pourquoi elle se souvenait, ce qui lui fit réaliser que c'était la déesse Kratos qui l'avait renvoyée dans le temps. Jill brisa ensuite la lance en disant qu'elle ne la laisserait jamais tranquille et jeta ses morceaux brisés. Avant que Jill ne tombe d'épuisement, Gérald lui attrapa la main et commença à la menacer avant que Attis ne la sauve en le projetant par derrière. Alors que les tourtereaux tentèrent de se retrouver, Gérald essaya de lancer une attaque sournoise sur Attis, mais Attis bloqua avant de renvoyer le prince idiot dans son royaume dans un ballon magique. À l'aube, Attis remercia Jill de l'avoir aidée et la demanda officiellement en mariage. En réponse, elle dit qu'elle voulait le quitter et qu'elle voulait enchaîner en lui disant qu'elle l'aimait, mais Brooke s'évanouit avant qu'elle ne puisse le faire. Cette nuit-là, ils se détendèrent dans la chambre, et Attis dit à Jill qu'il l'aimait, mais elle ne put rassembler le courage de le lui rendre, alors elle discuta jusqu'à ce qu'il la surprenne avec un baiser. Dans la chronologie précédente, Jill dit à la princesse de rêve nommée Alancia de se rendre afin que sa vie soit épargnée en tant que prisonnière de guerre, et quand Jill se réveilla dans la chronologie actuelle, elle commença à s'inquiéter. Plus tard ce matin-là, Jill fut excitée à la vue de dragons dans la cour, et Attis l'informa qu'il avait demandé à son frère de les envoyer afin qu'il puisse les accompagner à la capitale impériale. Jill recommença à s'enthousiasmer pour les dragons jusqu'à ce qu'elle se souvienne que les dragons détestaient l'énergie magique, et Rav lui dit de se calmer parce que l'énergie magique qu'elle détestait était celle de la déesse Kratos.
Quand les dragons s'inclinèrent devant Rave, elle demanda comment les dragons pouvaient le voir. Alors il expliqua que les seuls qui ne pouvaient pas le voir étaient les humains. Juste à ce moment, Sphère apparut avec Camilla et Zeke, et alors qu'elle demandait s'ils avaient fini de se préparer pour leur voyage, le duo de garde était sur le point de se faire dessus à la simple idée de monter un dragon. Quand ils montèrent sur le dragon, ils commencèrent à paniquer. Alors Sphère les calma en les informant que les dragons étaient des êtres doux et intelligents. Atis dit à Sphère qu'il enverrait quelqu'un quand ils auraient fini les préparatifs à la capitale, et jusque-là, elle était la dame du pays. Jill promit de lui écrire une lettre dès leur arrivée, et tout le monde dans le royaume leur fit signe d'adieu alors qu'ils s'envolèrent sur leur dragon vers la capitale impériale, Rauhelm. En chemin, ils s'amusèrent, et Jill raconta à Atis à quel point sa famille était nombreuse, ce qui le fit révéler qu'il était aussi l'un des 7 frères et sœurs comme elle. Cependant, dans son cas, ils étaient de mères différentes et ils étaient plus nombreux avant, mais beaucoup d'entre eux étaient morts à cause de sa malédiction. Atis avertit Jill que les gens de la capitale pourraient la traiter avec dédain comme ils le faisaient pour lui, et elle promit de le protéger en brisant en deux quiconque tenterait de lui faire du mal, comme elle l'avait fait avec la lance. Quand ils arrivèrent à Rauhelm, Jill remarqua que Atis était tendu, alors elle tenta de le calmer en lui tenant la main. Juste à ce moment, des barrières de défense magiques apparurent sur leur chemin et il lui demanda de couvrir sa bouche avant de diriger le dragon vers le ciel pour éviter les explosions magiques qui leur étaient tirées dessus. Zeke et Camilla commencèrent à demander pourquoi ils attaquaient Atis malgré le fait qu'il soit l'empereur, et Atis dit à Jill de s'occuper d'eux et de leur dragon, mais elle chargea la barrière à la place. Elle observa que les explosions ne visaient que Atis et comprit que c'était ainsi qu'il comptait le bien venir. Alors, elle déchira l'une des barrières de défense magique avec une dague. Cependant, un étrange chevalier lui trancha le bras avec une épée enveloppée d'une brume sombre. Et alors qu'il tentait de l'achever, Atis apparut juste à temps pour la protéger. Pendant que Atis repoussait l'épéiste, elle tenta de le prévenir que l'épée de cet homme pouvait sceller les pouvoirs magiques, mais elle s'évanouit avant de pouvoir terminer sa phrase. Remarquant que Jill tombait, Atis la rattrapa par le bras, ce qui créa une ouverture pour l'épéiste qui le frappa par derrière. Alors que les tourtereaux chutaient, Zeke et Camilla tentèrent d'intervenir pour les sauver, mais ils furent encerclés par des dragons. Quand Atis et Jill atterrirent au sol, l'épéiste, qui était en fait l'oncle de Atis nommé George, traita Atis de monstre parce que son épée ne pouvait pas sceller son pouvoir magique, et Atis lui demanda quelle était cette épée. George révéla que c'était la véritable épée céleste et expliqua que la seule raison pour laquelle Atis était resté empereur était que son frère aîné était si terrifié par ses sombres machinations qu'il avait commis l'erreur de croire que la fausse épée sacrée qu'il possédait était la véritable épée céleste. Jill tenta de soutenir que l'épée était légitime, mais George lui intima aussitôt de se taire, avant de lui demander de ne pas se mêler de leurs affaires, de ne pas s'immiscer. George leur annonça ensuite qu'il avait déjà envoyé des proclamations à travers tout le pays, affirmant que Atis était un imposteur qui s'était autoproclamé empereur. Et lorsque ses soldats les attaquèrent à nouveau avec de la magie, Atis utilisa un sort avec Rave qui téléporta toute son escouade hors de danger, loin de là. Ils apparurent tous devant une maison lointaine, et Rave s'évanouit en disant à Jill de prendre soin de Atis, car il ne pourrait pas bouger pendant un certain temps. Ce soir-là, Jill et Atis soignèrent mutuellement leurs blessures, tout en discutant de la façon dont ils prévoyaient de se cacher dans ce chalet, à l'abri de leurs ennemis, pour le moment. Atis affirma qu'il serait en sécurité car il y avait un nid de dragons tout près, et il expliqua qu'il existait un endroit dans les montagnes où les dragons pondaient leurs œufs, un lieu dont Rave lui avait dit de ne jamais s'approcher, car les dragons le tueraient sans hésitation, sans poser de questions. Jill demanda pourquoi même lui, l'empereur dragon, ne pouvait pas s'en approcher et il précisa qu'il ne pouvait pas y aller sans Rave. Jill commença à se sentir triste du fait qu'elle ne pouvait pas voir Rave dans son état actuel, et aussi parce que l'anneau de la consort dragon avait disparu, s'était volatilisé. Elle savait que sa magie scellée se reconstituerait après quelques heures, mais elle craignait que les choses ne se déroulent comme dans la chronologie originale où George avait déclenché une rébellion basée sur les accusations selon lesquelles Atis était un faux empereur, un usurpateur. Elle s'excusa alors auprès de Atis d'avoir causé ses blessures, et il la serra fort dans ses bras tout en s'excusant de ne pas avoir pu la protéger, de ne pas avoir été à la hauteur. Ensuite, ils eurent une réunion stratégique avec Zeke et Camilla où ils décidèrent d'attendre 6 mois, le temps qu'il faudrait pour que la magie de Jill et Atis revienne et que l'épée de George s'effrite en raison de l'intensité de leur magie qu'elle contenait, qu'elle retenait en son sein. 1 mois plus tard, Jill commença à se plaindre avec véhémence de la façon dont ils étaient tous pratiquement devenus des fermiers, mais tout le monde semblait à l'aise avec la vie à la campagne, et cela la frustrait énormément. Alors elle décida de s'inscrire pour devenir chevalier. Zeke décida de s'inscrire à ses côtés, et lorsqu'ils arrivèrent dans la ville de Neutroll, Zeke fixa du regard un tas d'avis de recherche affichés pour Atis, se remémorant le moment où Atis lui avait dit de le livrer à George afin de sauver Jill, si le besoin s'en faisait sentir, si la situation l'exigeait.
À ce moment précis, des dragons commencèrent à attaquer la ville, alors Jill demanda à Zeke de la couvrir pendant qu'elle se lançait dans la bataille en utilisant les mouvements de Rengoku. Et bientôt, un chevalier annonça que tout cela faisait partie du test des chevaliers dragons, une épreuve cruciale. Jill fut déconcertée par le fait que le dragon qu'elle combattait se figea pendant leur affrontement. Elle ignorait alors que c'était l'œuvre de son cher époux, qui l'observait depuis un toit lointain en compagnie de Camilla avec une certaine satisfaction. Quelques minutes plus tard, Alencia apparut sur un dragon et informa Zeke et Jill qu'ils avaient réussi l'examen avant de se présenter comme la première princesse du royaume de Rave et la capitaine des chevaliers de dragon, une figure d'autorité. Voyant cela, Jill se rappela comment Alencia s'était ôté la vie dans la chronologie précédente pour éviter d'être faite prisonnière. Elle serra la main d'Alencia dans le temps présent, exprimant à quel point elle était ravie de travailler avec elle, de collaborer à ses côtés. Le lendemain, Atis tendit à Jill un panier repas et elle dit à Camilla de veiller sur Atis avant de partir retrouver Zeke à la porte. Jill et Zeke firent une petite course en chemin et il la prévint de ne pas se faire remarquer plus qu'elle ne l'était déjà, mais elle lui répondit qu'elle le battrait à plat de couture dans tous leurs matchs d'entraînement, sans exception. En ville, un marchand quelconque tendit une pomme à Jill pour l'avoir sauvée lors de l'attaque des dragons la veille, avant de l'informer que c'était le jour de leur initiation draconique. Quelques minutes plus tard, tous les nouveaux chevaliers dragons furent rassemblés sur le terrain d'entraînement, et Alencia leur annonça que leur entraînement du jour consisterait à interagir avec son dragon, et non à le combattre, à l'affronter. Elle expliqua que le but de l'épreuve était de tester leur compatibilité, en vérifiant si le dragon les saluerait ou non. Lorsque le dragon d'Alencia arriva, elle leur dit de prendre note de la couleur de ses écailles, avant de souligner que la couleur des écailles d'un dragon signifiait son rang, l'argent étant le type de dragon le plus puissant, le plus redoutable. Elle expliqua également que lorsque les dragons ont des écailles de la même couleur, ils sont différenciés par la couleur de leurs yeux, les yeux dorés étant ceux des dragons les mieux classés et les yeux violets étant ceux des dragons les moins bien classés, les plus modestes. Elle révéla ensuite qu'il n'existait aucun dragon argenté aux yeux dorés autre que le dieu dragon Rave, et expliqua que les dragons noirs, qui venaient juste après les dieux dragons blancs en termes de rang, étaient classés comme rois et reines, des souverains à part entière. Étant donné que les écailles écarlates venaient ensuite dans le classement, Alencia leur dit que, pour toute fin pratique, Rosa était un dragon du plus haut rang, et elle les informa également que le rang d'un chevalier dragon était aussi déterminé par la couleur de son dragon, un critère essentiel. Elle précisa que les apprentis portèrent des brassards bleus car c'était une couleur introuvable sur les écailles de dragon et elle souligna que les chevaliers dragons acceptés par des dragons de haut rang seraient assurément acceptés par ceux de rang inférieur, sans aucun doute. Alencia les informa que si Rosa leur rendait leur salut, ils seraient directement dirigés vers le cours de promotion et tout le monde fut immédiatement enthousiasmé après avoir entendu cela. Quand vint le moment de l'initiation draconique, Zeke s'agenouilla devant Rosa mais le dragon le projeta au sol avec l'air de ses narines, ce qui fit rire Rosa à ses dépens, de bon cœur. Zeke était sur le point de paniquer, mais elle le calma en lui disant qu'il n'avait pas entièrement échoué car Rosa ne l'avait pas complètement ignoré, et elle ajouta que la dignité du chevalier dragon senior aurait été en lambeaux si le dragon l'avait salué immédiatement, sans la moindre hésitation. Rosa rejeta ensuite chaque chevalier qui vint la saluer jusqu'à ce que ce soit le tour de Jill, et quand Jill s'agenouilla devant Rosa, le dragon se mit soudainement à l'attaquer avec fureur. Alencia tenta de calmer Rosa tout en disant à Jill de s'enfuir, mais Jill était figée par la peur, alors Zeke l'emmena loin de là. Ce soir-là, Jill rentra chez elle, déprimée par le fait qu'elle avait été rejetée par un dragon malgré son statut de consort draconique. Alors, elle se retira dans sa chambre et commença à bouder, se sentant complètement inutile, sans aucune valeur, sans aucun but. À ce moment-là, Atis entra dans sa chambre et lui dit que Zeke l'avait informé qu'un dragon l'avait blessé. Il s'assit sur son lit et commença à se disputer avec Rave à propos de quelque chose que Jill ne pouvait même pas comprendre, tant c'était absurde. Finalement, il expliqua clairement qu'il se disputait sur la meilleure façon de cuisiner Rosa, puisque celle-ci avait blessé sa glorieuse reine, et Jill dit à Atis de ne pas s'en faire, car cela ne l'avait que légèrement égratigné. Il continua de se disputer avec Rave jusqu'à ce que Jill interrompe Atis en le serrant et en lui disant qu'elle l'aimait de tout son cœur. L'empereur fut surpris et elle lui dit que même s'ils ne s'entendaient pas très bien pour le moment, ils pouvaient toujours communiquer en échangeant des coups de poing. Elle ajouta qu'elle se sentait beaucoup mieux grâce à Atis et partit manger le déjeuner qu'il lui avait préparé plus tôt, avec tant d'attention. En mangeant, elle réalisa que tout ne se résoudrait pas pour elle simplement parce qu'elle voyageait dans le temps. Alors, elle décida de faire de son mieux pour rendre Atis heureux, pour son plus grand bonheur. Quand elle eut fini, elle dit à Atis que le plat était délicieux et ajouta qu'elle avait décidé que son nouvel objectif était de dompter un dragon noir aux yeux dorés. Atis dit qu'il n'en avait jamais vu et lui expliqua que Rave demandait pourquoi elle en voulait un. Elle répondit qu'elle voulait en chevaucher un parce qu'il serait de la même couleur que son papa Riz. Et alors que le cerveau de Atis commençait à surchauffer, elle lui demanda de l'encourager, de la soutenir. Après son départ, Atis s'allongea sur le lit et commença à imaginer à quel point elle serait magnifique en chevauchant un dragon noir, une vision splendide. Le lendemain, Jill arriva à l'endroit qui lui avait été assigné et un officier supérieur l'informa que son travail du jour était de patrouiller en ville, ce qui signifiait qu'elle ne participerait pas à l'entraînement de la journée, pas du tout.
Il lui dit de suivre les instructions données par l'unité qui l'attendait sur la place de la fontaine et d'utiliser ses brassards d'apprenti comme moyen d'identification. Quand elle arriva à la fontaine, elle rencontra un homme nommé Lawrence et elle se souvint qu'il avait été son stratège dans sa vie antérieure, un rôle important. Après avoir échangé les présentations d'usage, ils traversèrent la ville et Lawrence lui expliqua qu'il était courant que les chevaliers, incompatibles avec les dragons, soient envoyés en patrouille pour se familiariser avec le territoire, pour s'y habituer pleinement. Quand elle évoqua le désordre qui régnait à la capitale, il lui dit qu'il menait une enquête pour déterminer si Athis était réellement un imposteur. Et les gens étaient impatients de savoir si George mourrait au prochain anniversaire de Athis à cause de la malédiction, un sort funeste. Ils arrivèrent à un endroit précis où Lawrence tenta de la soulever mais finit par la mettre mal à l'aise, la déranger. À ce moment-là, un chevalier dragon apparut et se présenta comme Ristiar, le deuxième prince de l'empire de Rave, tout en leur demandant de livrer rapidement un message à Alancia pour lui sans tarder. Quand ils rencontrèrent Alancia, elle convint avec Ristiar que Athis était le véritable empereur dragon, et Jill fut ravi du fait qu'ils étaient de son côté, jusqu'à ce qu'il révèle qu'ils ne pouvaient pas officiellement devenir ses alliés en raison des problèmes politiques que cela causerait, des complications majeures. Alancia expliqua ensuite à Jill que Rosa l'avait attaqué parce qu'elle la considérait comme son égale, et une fois que Ristiar eut entendu cela, il décida immédiatement de prendre Jill comme son assistante personnelle. Après un peu de manipulation, Alancia accepta sa requête, son souhait. Alors il emmena Jill sur le terrain d'entraînement où il lui demanda de saluer son dragon, Hilda. Quand elle la salua, Hilda s'envola immédiatement comme si elle avait vu Musen en chair et en os, et Ristiar commença à la poursuivre en lui demandant de lui révéler ses secrets, de tout lui dire. Quand Jill rentra chez elle ce soir-là, Athis la serra dans ses bras tout en lui donnant des fruits à manger, et leur session de tendresse fut interrompue lorsque Ristiar apparut soudainement et commença à réprimander Athis pour être un bon à rien, un vaurien. Jill expliqua qu'elle l'avait mené là parce que c'était un homme gentil, et tandis que le reste de la bande observait les deux frères se chamailler, elle jura qu'elle ferait en sorte qu'ils trouvent un moyen d'échapper à cette vie de ferme pathétique qu'ils menaient, une existence misérable. Quelque temps plus tard, Ristiar amena Athis et les autres rencontrer Alancia et lui expliqua que la raison pour laquelle le dragon la considérait comme son égale était qu'elle était la consort draconique. Athis dit qu'il ne pouvait rien faire concernant leur situation actuelle, car le duc Neutroll, la personne qui soutient Alancia, ne l'approuvait pas, ne le voyait pas d'un bon œil. Et il souligna que Ristiar était dans la même situation avant de déclarer qu'il ne se laisserait pas poignarder dans le dos par de faux alliés, des traîtres. Quand Ristiar évoqua le fait que le pouvoir magique de Athis avait été scellé, il dit que c'était le moment idéal pour se débarrasser de lui, mais ajouta que leur oncle pourrait s'autodétruire avant ce moment, avant cette échéance. Quand Alancia demanda ce qu'il voulait dire, il répondit qu'il laisserait les choses se résoudre d'elles-mêmes, et alors qu'il tentait de s'éloigner, Jill le retint fermement. Alors il lui dit qu'il n'avait aucune intention de céder, malgré le fait qu'il respectait sa femme, son épouse bien-aimée. En réponse, Jill le plaqua au sol et lui cria dessus avant de lui dire de parler au moins à ses frères et sœurs. Elle expliqua que Ristiar l'avait cherché parce qu'il était sincèrement inquiet pour lui, et quand il voulut recommencer à débiter des absurdités, elle l'arrêta et lui dit de parler plus gentiment car son paparise était très méfiant envers les autres, tel un grand chien sauvage, un animal farouche. Paparis dit alors à Athis qu'il était heureux de le voir en bonne santé, et Athis lui conseilla de réduire au minimum sa défiance envers leur oncle, car il avait une petite sœur au château. Alancia déclara qu'elle ferait semblant de ne pas avoir vu Athis non plus et ajouta qu'elle était ravie de voir que Athis allait bien, tout cela grâce à Jill, à son dévouement. Ristiar se mit alors à crier sur Athis, le traitant de lugubre voyou, de personnage étrange, alors Jill lui dit qu'elle l'avait épousé de son plein gré et affirma que c'était son devoir d'épouse de le rendre heureux, de lui apporter la joie. Cela fit surchauffer le cerveau inexistant de Athis, le rendant confus. Alors Camilla et Zeke le déposèrent sur le canapé pour qu'il se repose, et quand il demanda à Jill de rentrer avec lui, elle demanda soudainement à Ristiar et à Alancia de les aider, de leur prêter main forte. Elle expliqua qu'ils étaient aussi des sujets de l'Empire, bien qu'étant les demi-frères et sœurs de Athis, et dit qu'elle savait qu'il n'était pas à l'aise avec le fait que George fasse ce qu'il voulait, à sa guise. Ristiar dit qu'elle avait raison, mais Alancia lui dit de ne pas faire de déclarations indiscrètes car ils avaient tous leurs propres circonstances, et ajouta que la réalité était souvent naïve, bien trop simple. Cependant, Jill affirma que c'était elle qui était naïve et se précipita immédiatement pour la plaquer sur la table, tout en ordonnant à Zeke de prendre Ristiar en otage également, sans hésitation. Tout en maintenant Alancia, elle lui dit qu'elle aurait dû la maîtriser et utiliser Athis comme otage si elle voulait vivre en paix, en toute tranquillité. Et quand Ristiar demanda ce qu'elle faisait, le duo de garde lui fit savoir que s'il faisait le moindre mouvement, il le réduirait en côtelette de porc, sans pitié. Jill demanda alors à Alancia de décider si elle s'allierait avec Athis ou avec le faux empereur George. Et à ce moment précis, un garde arriva pour annoncer une opportunité, permettant à Alancia de faire un Uno reverse à Jill, de retourner la situation.
Tout en tenant Jill sous la menace d'un couteau, elle lui demanda de la relâcher pour qu'elle puisse renvoyer son chevalier. Alors Jill ordonna à Zeke et Camilla de cacher Hattie avant qu'Alencia n'appelle le chevalier. Le chevalier l'informa que George mettait le feu à la ville et elle se demanda pourquoi il ferait cela alors qu'ils étaient sur le territoire du duc Neutroll, un acte insensé. Alors le garde expliqua que George avait reçu des rapports indiquant que Hattie se cachait dans cette ville. À ce moment précis, une flotte de dragons apparut par la fenêtre et Hattie décida d'aller les affronter. Alors Jill proposa de se joindre à lui, de l'accompagner. Alencia demanda à Hattie s'il les avait appelés et le garde se souilla de peur en entendant le nom de Hattie. Hattie demanda si son plan était de l'attacher, mais en réponse, ses deux frères et sœurs proposèrent de l'accompagner. Alors ils montèrent tous sur des dragons et s'envolèrent vers la ville, avec détermination. Quand ils arrivèrent dans les quartiers en feu de la ville, Hattie insuffla de la magie au dragon qu'il chevauchait, lui permettant de projeter de l'eau de sa gueule, ce qui éteignit les flammes sur son passage. Ristiar fut stupéfait de voir un dragon éteindre des feux au lieu d'en allumer, et Alencia sut qu'elle était témoin du pouvoir du véritable empereur dragon, une force incroyable. Après avoir éteint les incendies, ils se regroupèrent dans un quartier délabré de la ville, où Ristiar informa Hattie qu'il n'y avait eu aucune victime grâce à la rapidité avec laquelle tout le monde avait évacué. Puis il proposa de mobiliser la compagnie des chevaliers dragons qu'il avait créée pour rejoindre Hattie au combat. Mais Hattie souligna que le grand-père de Ristiar, Laosat, s'y opposerait, sans aucun doute. En réponse, Ristiar lui dit qu'ils étaient une maison ducale uniquement parce qu'ils protégeaient l'Empire et affirma que ce qui était arrivé à son frère aîné n'était pas la faute de Hattie. À ce moment précis, Alencia apparut et dit à Hattie qu'elle voulait qu'il rencontre Forrest qu'il avait secrètement aidé avant de révéler que Forrest proposait de se fiancer avec Hattie comme signe de paix, un geste symbolique. Quelque temps plus tard, la bande rencontra Forrest qui révéla d'abord que Laurence était son assistant personnel, avant de dévoiler qu'à un prochain anniversaire, elle serait bientôt possédée par la déesse Kratos, raison pour laquelle elle voulait résoudre les choses au préalable avant qu'il ne soit trop tard. Elle leur fit savoir qu'elle n'était pas alliée à Gérald et proposa que la meilleure façon de tout résoudre était d'avoir un mariage politique avec Hattie. Et Hattie était sur le point de partir après avoir entendu ces absurdités, avant que Laurence ne l'arrête en l'informant que les nobles de la ville qu'ils avaient sauvés de l'incendie étaient désormais ciblés, en grand danger. En entendant cela, Jill demanda à Hattie d'accepter leur proposition car cela leur donnerait un avantage dans cette bataille. Et Hattie était sur le point de perdre patience jusqu'à ce qu'elle explique qu'il n'avait qu'à être fiancé par des rumeurs, ce qui serait la meilleure façon de tout régler, de tout arranger. Ensuite, Hattie préparait un plat spécial à la Gordon Ramsay dans la cuisine en compagnie de Ristiar quand Alencia apparut pour les informer que Vissel avait dit qu'il les soutiendrait. Après avoir retrouvé Laurence, Jill entra dans la maison où elle vit Hattie déprimée parce qu'il pensait qu'elle sortait secrètement avec Laurence, qu'elle le fréquentait. Elle entra dans sa chambre pour le réconforter et elle s'assit sur ses genoux pendant qu'ils parlèrent de tous les animes de comédies romantiques complexes qu'ils prévoyaient de regarder ensemble, des histoires captivantes. Le lendemain matin, Alencia informa le reste de la bande que Vissel avait envoyé ses troupes en renfort pour eux sous le prétexte d'envoyer ses soldats à la recherche de Hattie. Et elle ajouta qu'une fois ces hommes les ayant rejoints, ils retourneraient tous à cette forteresse, à ce bastion. Elle les informa également qu'il leur serait difficile de se déplacer car ils ne pouvaient pas utiliser de chevaliers dragons et que leurs renforts étaient de l'infanterie et de la cavalerie. Alors Ristiard craignit qu'ils ne soient sans défense si leur oncle dépêchait ses dragons contre eux, une menace sérieuse. Hattie suggéra alors de les accompagner, mais Ristiard argua qu'il devrait y aller à la place de Hattie parce qu'il était l'empereur et aussi parce qu'il pouvait à peine utiliser la magie pour le moment, ses pouvoirs étant affaiblis. Cependant, Hattie affirma qu'il était capable de faire en sorte que les dragons l'appellent papa, même dans son état affaibli, et les deux commencèrent à se disputer à ce sujet jusqu'à ce que Jill dise à Hattie que son frère n'était que préoccupé par lui, par son bien-être. Alors Hattie accepta d'emmener Ristiar avec lui comme assistant. Alencia les informa qu'elle ne pourrait pas quitter le bâtiment où ils se trouvaient actuellement, et dit que si leur oncle commençait à agir de manière suspecte, cela servirait également d'avertissement à Vissel, un signal clair. Elle expliqua également que la raison officielle de la présence de Ristiar était des exercices militaires conjoints et que c'était ce qu'ils utiliseraient comme explication s'il était découvert avec ses chevaliers. Elle serra ensuite les deux frères dans ses bras et leur dit de bien s'entendre afin qu'ils reviennent ensemble, sains et saufs, sans encombre. Jill fut surprise que le tout-puissant Hattie ne puisse pas défier un ordre de sa sœur et Alencia lui demanda de veiller sur ses frères pour elle, de les surveiller. Quelque temps plus tard, la bande traversa la forêt et Zeke ne parvint pas à repérer un chemin approprié pour le groupe. Alors Camilla et Laurence le réprimandèrent sévèrement pour cela, sans ménagement. Ristiar s'inquiéta que leurs éclaireurs soient une paire de têtes de mule, mais Jill l'assura qu'ils étaient bons dans leur travail, très compétents. Les trois continuèrent à se disputer jusqu'à ce que Zeke donne un coup de pied au cheval de Laurence, le faisant s'élancer en avant aux côtés du sien, tandis que Camilla les insultait par derrière, avec force. Hattie fut ravi du fait que les trois chevaliers un peu bêtes soient devenus amis rapidement, et il demanda à Jill d'aller les rejoindre pour s'amuser avec eux. Mais cela ne fit que mettre Jill mal à l'aise, car elle savait que Hattie était toujours inquiet pour Laurence, profondément préoccupé.
Quand elle lui a demandé s'il l'était, il a répondu d'un ton sarcastique qu'il s'en fichait avant de se lancer dans une diatribe sur son intention de l'écorcher vif jusqu'à ce que Ristir lui dise d'arrêter. Jill a affirmé que les rumeurs à son sujet et celui de Laurence étaient propagées pour semer la confusion chez l'ennemi, et Aziz a dit qu'il le savait déjà, mais a tout de même râlé sur le malaise que cela lui procurait. Ristiar a ensuite dit à Aziz de se comporter davantage comme un empereur dragon car ses gardes les observaient. Et après son départ, Jill a avoué à Aziz que sa bromance avec Ristiar la rendait jalouse. Oui, vraiment. Alors qu'ils avançaient, Camilla a révélé à Jill et Aziz que Laurence les observait en secret, et elle leur a demandé s'ils étaient d'accord pour laisser une personne aussi suspecte que lui rejoindre leur escouade, surtout quand le transfert de troupes vers lequel ils se dirigeaient pourrait bien être un piège. Jill lui a révélé que Laurence travaillait sous les ordres du prince Gerald et l'a également informé que sa sœur aînée avait été emmenée au palais de l'impératrice du sud du roi de Crotto, avant d'ajouter que Laurence s'était efforcé de devenir le subordonné de Gerald afin de libérer sa sœur coûte que coûte. Camilla a dit qu'elle le plaignait, mais elle soupçonnait toujours que Gerald le manipulait. En réponse, Jill a déclaré que son objectif était d'entraîner Laurence dans tous leurs problèmes afin que cela puisse probablement causer des ennuis à Gerald également, c'était son plan. À ce moment-là, Sauté a commencé à faire du bruit, alors Jill lui a ordonné de se calmer et Aziz a commencé à admirer Jill, impressionnée par son talent à tout contrôler. Elle a demandé à Aziz s'il s'inquiétait quand elle agissait librement, et il a répondu que non car peu importe qui finirait par le trahir, il l'aurait toujours à ses côtés, c'était une certitude. Ce soir-là, Laurence a rejoint Camilla et Zeke près du feu de camp et leur a dit que les chances que le transfert de troupes du prince Vissil soit un piège étaient de 50-50 et il avait élaboré un plan pour contrer cela au cas où cela s'avérerait être un piège, oui. Il a supposé qu'il pourrait faire semblant de former une alliance avec eux afin de s'infiltrer à Neutroll. Il a donc imaginé une formation de combat avec Jill au centre, ce qui leur permettrait de contrer efficacement cette menace, c'était très astucieux. Quand Laurence a demandé si Jill avait dit quelque chose à son sujet, Camilla a répondu que Jill souhaitait qu'il retourne sain et sauf auprès de sa sœur, et cela l'a fait rire. Il leur a dit que sa sœur allait bien, même si elle était au palais intérieur, car le roi avait désormais d'autres préférences, c'est-à-dire... À ce moment-là, des dragons sont passés en vol, et Camilla a été alarmée car elle savait que les chevaliers dragons de l'armée impériale étaient désormais en mouvement. Laurence a dit qu'il devrait laisser ça pour l'instant car il ne pourrait pas arriver à temps, et il a ajouté que tant que Faris serait là, personne ne pourrait les presser trop fort, c'était une certitude. C'était la raison pour laquelle Laurence avait laissé Faris dans le royaume, et aussi parce qu'il ne voulait pas devoir trop de faveur à Jill étant donné qu'ils seraient bientôt ennemis sur le champ de bataille. Il a suggéré un endroit où se cacher pour se regrouper s'ils étaient attaqués et leur a dit qu'il s'assurerait que leur groupe gagne afin de garantir son propre avenir. C'était crucial. Alors qu'ils discutaient davantage, Laurence a avoué qu'il avait des sentiments pour Jill et il se demandait ce qu'elle voyait en Aziz, jusqu'à ce que Zeke lui explique que l'empereur était aussi un homme bien, un type vraiment sympa. Le lendemain, le groupe a poursuivi son chemin vers le lieu de rendez-vous et soudain, Alancia est arrivée sur son dragon. Jill a demandé aux autres de surveiller les chevaux pendant qu'elle allait rencontrer Alancia et quand elle s'est approchée d'elle, Alancia l'a soudainement prise en otage, une fois de plus c'était inattendu. À ce moment-là, des gardes les ont encerclés et elle s'est excusée auprès du groupe avant que George n'arrive et ordonne à ses gardes de s'emparer de Hattie. Alancia a expliqué qu'elle faisait cela pour protéger Ristiard et Jill a commencé à pleurer. Très inquiète pour Hattie, c'était déchirant. Dans une tentative de protéger son frère, Ristiard a ordonné à leurs gardes de le couvrir pendant qu'il s'échappait, mais le seigneur du signal leur a ordonné de le laisser et de fuir à la place. Il a ensuite ramassé une épée et a détruit un tas de chevaliers ennemis avec une tornade avant de charger George avec une fureur incroyable. Quand Aziz a tenté de tuer Alancia pour sauver Jill, elle l'a arrêté à la dernière minute et a prononcé des mots réconfortants, ce qui l'a fait tomber sur sa poitrine. George a ensuite jeté Jill en l'air et a dit qu'il n'avait plus aucune utilité pour elle puisque Aziz avait été capturé, avant d'ordonner à son dragon de la rôtir sans pitié. Après cela, George a chevauché son dragon aux côtés d'Alancia, et elle lui a dit que le corps de Jill n'avait pas encore été retrouvé, mais il était convaincu qu'elle était morte, car personne ne pouvait survivre à une explosion de feu de dragon, c'était impossible. À ce moment-là, Aziz était confiné dans une calèche, assis sur une barrière anti-magie. Pendant ce temps, Jill s'est réveillée dans un étrange monde spirituel où elle a rencontré un dragon noir qui l'a immédiatement rabaissé pour être une gamine insignifiante, avant d'admettre qu'elle avait du courage de la regarder directement sans souiller ses sous-vêtements. C'était une sacrée audace. Quand Jill a demandé si c'était elle qui l'avait sauvée, le dragon noir a répondu qu'elle l'avait fait à la demande du dragon écarlate et a ensuite ajouté qu'elle avait réalisé la raison pour laquelle le dragon écarlate était si perturbé lorsqu'il avait rencontré Jill. C'était parce que son anneau et ses pouvoirs magiques lui avaient été retirés. Oui, c'était la vérité. Jill s'est alors présentée au dragon et elle a essayé de lui parler de la situation de Aziz, mais le dragon noir l'a interrompue en disant qu'elle ne pouvait pas retourner vivante dans le royaume humain puisqu'elle n'était pas la compagne du dragon, c'était la règle. Le dragon noir a alors tiré une énorme décharge sombre sur Jill, mais Jill a évité l'explosion en se cachant derrière le rocher, et elle a demandé au reptile au sang chaud pourquoi il l'attaquait malgré le fait qu'il l'avait sauvé quelques instants auparavant, c'était illogique.
Le dragon noir lui a dit qu'il se trouvait dans un nid de dragon, un endroit où les humains ordinaires n'étaient pas censés s'introduire, et elle a essayé de dire à la bête que l'empereur dragon était en difficulté en ce moment même, c'était urgent. Mais elle a répondu qu'elle n'avait aucun intérêt à aider Alalakan. Quand le dragon a tiré une autre décharge sur le rocher derrière lequel elle se cachait, Jill a sauté loin du rocher et dans une autre partie de la grotte où elle a trouvé une coquille d'œuf de dragon brisée sur le sol, à travers laquelle circulait une puissante énergie magique, c'était fascinant. Au même moment, le reste de la bande se trouvait dans une cachette, et après que Laurence ait confirmé qu'ils avaient semé leurs ennemis, ils ont discuté de la façon dont George avait utilisé une arme spéciale qui ressemblait à une peluche pour détruire la moitié de leurs troupes, forçant les autres à battre en retraite. C'était une catastrophe. Ristiard a dit que leur première priorité était de protéger la vie de leur peuple et a évoqué comment un personnage échappé d'Angry Birds les avait sauvés en affrontant la machine ours en peluche dans un combat acharné. Quand Laurence a demandé ce qu'il pouvait faire, Ristiard a répondu que puisque Alancia les avait trahis, ils n'avaient plus d'autres alliés et ne pouvaient pas retourner à Neutroll pour récupérer leur dragon. C'était une situation désespérée. Laurence a souligné qu'ils avaient besoin de dragons pour inverser leur situation. Alors Camilla a suggéré d'appeler des dragons, mais Ristiard lui a dit que c'était impossible pour le moment. Zeke a déclaré que la relation entre les humains et les dragons était aussi unilatérale qu'il l'avait toujours imaginé, c'était une triste réalité. Alors Ristiard l'a éclairé sur le fait que les dragons laissaient volontiers les humains les chevaucher, car sans leur protection, personne ne survivrait à l'expérience de monter sur leur dos en raison de la raréfaction de l'air, c'était une information capitale. Il a également supposé qu'il s'était déjà débarrassé de sa dragonne Hilda, et tout le monde a réalisé à quel point ils étaient dans une situation délicate. Pendant ce temps, Atis rêvassait à une vie heureuse avec Jill et les autres, et quand il s'est réveillé, il a vu Ristiard qui lui offrait de la nourriture tout en exprimant son inquiétude pour lui, c'était touchant. En réponse, Atis lui a demandé pourquoi elle offrait à manger à quelqu'un qui se dirigeait vers son exécution, et elle a expliqué qu'elle et Visile prévoyaient de persuader leur oncle de le laisser vivre comme une personne normale, c'était leur espoir. Cependant, Atis a refusé l'idée en lui disant qu'il était l'empereur dragon. De retour dans la grotte du dragon, le dragon noir a demandé à Jill pourquoi elle avait empêché l'empereur dragon de tuer son traître et a ensuite ajouté que sa mentalité naïve la rendait inapte à être la compagne du dragon. C'était une critique sévère. Elle a continué à l'insulter jusqu'à ce que Jill sorte et évoque une déclaration précédente qu'elle avait faite, selon laquelle la déesse Kratos était celle qui scellait ses pouvoirs magiques. C'était une révélation. Elle a demandé si l'épée céleste de George était faite de la lance sacrée de Kratos, et le dragon noir a confirmé que ses soupçons étaient bas fondés en soulignant que c'était la seule chose qui pouvait sceller la magie de l'empereur dragon, c'était une information capitale. Jill a commencé à rire comme une maniaque, après quoi elle a audacieusement dit au dragon noir de s'écarter de son chemin afin qu'elle puisse aller sauver son petit ami, et le dragon noir lui a rappelé qu'aucun humain normal qui entrait dans la grotte du dragon n'était autorisé à en sortir vivant, c'était la règle absolue. Le dragon a tiré une décharge de flammes sombres sur elle, mais elle l'a déviée avec ses simples poings tout en bondissant vers le dragon, et elle s'est coupée avec la coquille d'œuf de dragon qu'elle avait trouvée. Elle a dit au dragon noir de lui obéir avant de lui asséner un coup de poing brutal, qui a mis le dragon hors de combat, c'était impressionnant. Alors que le dragon gisait sur le sol, elle a parlé à Jill d'un œuf de dragon noir aux yeux dorés qui se trouvait dans la grotte avec eux. Et quand Jill est allée le réconforter, il a soudainement réagi à elle, stupéfiant la dragonne mère qui avait attendu des centaines d'années qu'il éclose ou réagisse à quoi que ce soit. C'était un miracle. Après cela, le dragon noir a accepté de laisser Jill monter sur son dos, et ils ont volé ensemble vers la surface où Jill a proposé de la nommer Steak, mais elle a refusé. Au même moment, Alancia a dit à Atis qu'elle avait l'intention de mourir de la main de Jill en guise d'expiation pour avoir été la pire sœur aînée du monde entier, c'était une déclaration forte. Quelque temps plus tard, Jill est arrivée à la cachette de l'équipe avec son dragon, ainsi que d'autres dragons, dont Hilda, et ils ont été rejoints par Sad qui avait apporté avec lui la machine ours en peluche endommagée, c'était une sacrée surprise. Quelques heures plus tard, l'équipe a pris d'assaut la base ennemie sur leur dragon et pendant que le reste de l'équipe combattait les gardes, Jill s'est retrouvée dans un duel à l'épée en 1 contre 1 contre Alancia. Jill a remarqué que la magie utilisée pour retenir Atis était une magie tueuse de dragon et il n'a pas fallu longtemps avant qu'Alancia ne brise l'épée de Jill, c'était un coup dur. Avant qu'elle ne puisse l'achever, Ristiard est apparu avec une lance et a demandé à sa sœur pourquoi elle avait trahi Atis. Elle a tenté de manipuler Ristiard pour qu'il la rejoigne, mais il a discuté avec elle jusqu'à ce que George fasse une entrée des plus spectaculaires, c'était un moment clé. Ristiard a défié son oncle directement, mais George l'a envoyé voler d'un seul coup d'épée, et Alancia a essayé de le supplier de la laisser s'occuper de son frère. Mais George l'a carrément traité de traîtresse, de sale garce, sans aucune hésitation. Il a ensuite donné à Ristiard un parchemin qui révélait que Atis n'était pas lié à eux par le sang et il est tombé à genoux en réalisant que toute leur famille, à l'exception des Hydes, n'était pas descendante de Rav, c'était un choc terrible. Il a suggéré de rendre cela public, mais George a dit que la meilleure chose à faire était d'effacer Atis de l'existence, ce qui était sa propre façon tordue de protéger le peuple. Alancia a dit à Ristiard qu'accepter le plan de George mettrait fin au chaos sans provoquer une guerre à grande échelle. Et quand George s'est avancé pour tuer Atis à nouveau, Jill l'a défié directement, sans hésitation.
Cependant, quand il a essayé de la frapper avec son épée, Attiz a fait une entrée spectaculaire en gelant tout le monde d'un coup. Alors que le pouvoir de Attiz avançait vers eux, il a dit à George que son histoire était si surprenante que même Rêve avait perdu son sang-froid en l'entendant. Et il a ajouté qu'il n'était pas intéressé par une conversation car c'était lui qui détenait le pouvoir de vie et de mort à ce moment précis. C'était clair. Attiz leur a parlé de son espoir de fonder une famille et de comprendre tout le monde malgré le fait d'être appelé un empereur maudit, et Alancia a essayé de lui parler, mais il a dit à la traîtresse de fermer sa sale gueule sans plus attendre. Il a traité George de sale traître et George a juré de le tuer avant de tirer une décharge sombre de son épée, ce qui a provoqué une explosion lors de l'impact avec Attiz, c'était violent. Cependant, l'attaque n'a même pas laissé une égratignure sur Attiz, et quand il a traité Attiz de monstre, il a répondu que George était le véritable monstre à cause de la façon dont il utilisait l'Empire et leur peuple comme excuse pour le tuer, c'était une vérité amère. Attiz a alors libéré une aura plus intimidante que celle d'All for One, tout en affirmant qu'il les avait tous détruits, et il les a tous repoussés avec une décharge sombre. Alors qu'il était sur le point d'achever Alancia, Jill s'est agrippée à lui et l'a supplié de la regarder plus tôt, c'était un moment crucial. Attiz a rappelé comment ils avaient utilisé la malédiction pour tout lui reprocher et a dit que c'était eux qui n'auraient pas dû naître et non lui. Quand il a déclaré avec colère qu'il les détruirait, Jill a eu des flashbacks de la chronologie passée où il était effectivement un seigneur démon. Et elle a commencé à s'inquiéter que les choses ne tournent ainsi si elle ne faisait rien pour l'arrêter. C'était une crainte profonde. Attiz a poursuivi sa déchaînement vengeur en préparant une énorme décharge sombre, tout en jurant de leur faire regretter d'être nés de la même manière qu'il l'avait fait pour lui. Et Jill lui a dit qu'elle porterait 10 de ses enfants, c'était une déclaration inattendue. En entendant cela, le sort sombre de Attiz a disparu, et Jill a continué à parler de la façon dont Hristiar et Alancia pourraient devenir des beaux-parents avec eux en épousant 2 de leurs 10 enfants. Et elle a dit que cela ferait d'eux une famille parfaite avant de le supplier de ne pas abandonner l'humanité, c'était un plaidoyer sincère. Elle a dit que malgré le fait que Hristiar et Alancia n'étaient pas liés à lui par le sang, ils étaient de bons frères et sœurs qui prenaient soin de lui. Et les larmes aux yeux, elle a dit qu'elle pouvait devenir une famille avec lui, même sans être de son sang, c'était une promesse. Elle a ensuite promis de le rendre heureux une fois de plus, et cela a fait monter les larmes aux yeux du seigneur Sigma alors qu'il lui souriait. Juste à ce moment-là, Rav est apparu sous la forme d'une épée, et George a commencé à émettre une aura sinistre en jurant de tuer Attiz. C'était une menace sérieuse. Cependant, Attiz a ramassé son épée et a dit au traître George qu'il lui ferait payer d'avoir pris son titre. Il a demandé à son ex-oncle de battre en retraite et lui a dit que son corps pourrirait s'il continuait à manier la fausse épée sacrée, c'était un avertissement clair. Cependant, George a tiré une décharge sur lui, qu'il a facilement contré avec une décharge sombre de son propre chef, et Hristiar s'est interposé entre eux alors qu'il essayait de convaincre George d'abandonner, puisque Attiz était prêt à les reconnaître comme membres de la famille Le Rêve, c'était un geste de paix. George a dit qu'il ne croirait jamais Attiz et Alancia s'est jointe à eux en disant qu'elle croyait Attiz avant d'admettre qu'il était un grand empereur pour les avoir pardonnés malgré leurs crimes. George pensait toujours que Attiz les trahirait à l'avenir, mais Alancia lui a dit que ce dont ils avaient le plus besoin à ce moment-là était la force de faire confiance, c'était essentiel. Cependant, George lui a dit de se taire et a recommencé à s'énerver jusqu'à ce que le reste de la bande l'encercle, et finalement son corps s'est transformé en une version plus grande de la malédiction de grade 3 qui avait englouti Megumi, c'était terrifiant. Le dragon noir a commencé à se battre contre le monstre et quand elle a mordu une de ses ailes, il a réalisé qu'il n'était pas si puissant. Alors il a décidé de s'enfuir dans la ville pour retirer des humains à la place, c'était son nouveau plan. Remarquant cela, Jill a ordonné au chevalier de protéger tout le monde et elle a appelé son dragon noir alors qu'elle se préparait à se lancer dans la bataille. Mais Attiz l'a arrêté et a dit qu'il voulait être le seul à combattre, c'était sa décision. Il a ordonné au dragon noir d'aider Jill à secourir leur peuple, et il a dit à Jill de rester à l'écart puisqu'elle n'avait pas encore entièrement récupéré sa magie avant de se téléporter avec l'épée sacrée. Il est apparu devant le monstre George et a bloqué plusieurs de ses décharges avant d'utiliser son banquet pour le détruire, tandis que Jill regardait, émerveillée par son papa, c'était incroyable. Un demi-mois plus tard, Jill s'inquiétait du fait que sa magie n'était pas encore revenue, tandis que Hristiar et Attiz faisaient les idiots ensemble comme d'habitude. Jill a demandé à Alancia de s'occuper de Attiz pendant son défilé de victoire plus tard dans la journée, et quand elle a parlé de son âge, Attiz est tombé par terre, regrettant de ne pas avoir été au courant de l'anniversaire de sa chérie, c'était une gaffe. Il a décidé d'annuler le défilé et d'organiser une fête d'anniversaire pour Jill à la place, mais tout le monde lui a dit que c'était impossible, et Jill l'a calmé en disant qu'il pourrait organiser une grande fête après le défilé tous ensemble, c'était une bonne idée. Alancia les a informés que Lawrence avait été désigné comme l'un des gardes qui escortaient Forrest hors de Bellberg. Alors Jill s'est téléportée au port avec l'aide de Rave afin de rencontrer Forrest. Jill a soulevé le fait que Gerald était celui qui avait donné à George la fausse épée céleste et a accusé Forrest d'être celle qu'il avait fabriquée. C'était une accusation grave. Faris a admis qu'elle était responsable, et quand Jill a demandé quel était son objectif, Faris s'est soudainement levé de son fauteuil roulant et a invoqué la lance sacrée de Kratos. Après qu'elle ait expliqué son plan diabolique, Jill a invoqué l'épée céleste et l'a pointée sur elle en disant qu'elle était leur ennemie, c'était une confrontation directe.
Cependant, Faris lui a dit de ne pas se faire exécuter cette fois-ci, et Jill a été stupéfaite qu'elle sache pour son voyage dans le temps. Mais Forrest a ensuite révélé que son plan était de faire de Attiss le sien. Elle a alors commencé à manipuler Jill en prédisant qu'elle mettrait Attiss de côté de la même manière qu'elle l'avait fait pour Gerald dans sa vie antérieure. C'était une prédiction troublante. Mais Jill a audacieusement affirmé qu'elle la vaincrait et rendrait Attiss heureux. Juste à ce moment-là, Faris l'a attaqué et elle a essayé de bloquer. Mais le pouvoir magique était si écrasant que Rave a dû les téléporter loin de la zone afin de les sauver. C'était une évasion de justesse. Pendant ce temps, Attiss a prononcé un discours qui a fait acclamer le peuple du royaume, mais son niveau d'aura est devenu négatif lorsqu'il a soudainement commencé à faire le soumis pour Jill sur scène. Cependant, Jill l'a joyeusement serré dans ses bras devant tout le monde, avant d'annoncer au royaume qu'elle consacrerait sa vie à rendre Attiss heureux. C'était une déclaration publique. Qui selon vous criera le plus fort au lit entre Attiss et Jill lorsqu'ils lanceront leur processus de fabrication de bébés? Faites-le nous savoir dans les commentaires. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous aimez les résumés d'animes comme celui-ci, jetez un œil à cette vidéo ici, elle est très intéressante.